préféré de Marie de Bourgogne, nous allons voir ici comment Marie, jeune duchesse de Bourgogne, va s'imposer à la suite d'un règne plus qu'inattendu. Nous nous trouvons au Moyen-Âge tardif dans les coulisses de la dynastie la plus riche et puissante d'Europe occidentale, où tout commence par un simple mariage. En 1369, l'union de Philippe le Hardi et Marguerite de Flandre signifie le début d'une nouvelle ère. Sous cette nouvelle dynastie, dite des Valois, l'agrégat de l'État bourguignon déborde ses limites historiques traditionnelles et devient une puissance politique de premier plan en Europe. Philippe le Hardi et ses successeurs ont rassemblé sous leur autorité un vaste ensemble territorial s'étirant du duché de Bourgogne au sud jusqu'à la Hollande et à la Frise au nord, en passant par la Flandre et l'Artois. Dans ce cadre, ces ducs ont formé, en un peu plus d'un siècle, des institutions spécifiques et un État original. Mais tout de même, cette période ne se limite pas à ces 4 détenteurs du titre que sont Philippe le Hardi, Jean sans Peur, Philippe le Bon et Charles le Téméraire. Nous allons nous intéresser plus particulièrement à une jeune femme de premier plan, une jeune femme qui contribue également à cette grande dynastie et gardienne d'une lourde succession. Cette jeune héritière n'est autre que Marie de Bourgogne, 5e et dernière duchesse de la maison de Valois. Elle est l'unique fille de Charles le Téméraire et petite-fille de Philippe le Bon. C'est précisément le 13 février 1457 qu'Isabelle de Bourbon donne naissance à la petite Marie au palais du Coudenberg à Bruxelles. Cette jeune maman ne peut ignorer que cette naissance en décevra plus d'un. Et c'est d'ailleurs le cas de son grand-père, Philippe le Bon, qui aurait préféré la naissance d'un garçon. Philippe le Bon a même refusé d'assister à la cérémonie de baptême de sa petite-fille. Des préjugés tenaces rendent fragile l'image d'une jeune femme souveraine dans une société où les héritages doivent être le plus souvent défendus les armes à la main. Marie passe la majeure partie de son enfance à suivre son père dans sa vie publique et politique lorsqu'il hérite de l'Empire bourguignon suite à la mort de son grand-père Philippe le Bon. Très jeune, elle est promise à de nombreux prétendants et finit par épouser l'un des favoris de son père, Maximilien d'Autriche. C'est un mariage stratégique, car en le choisissant clairement et définitivement pour époux, elle obéit à la fois à son cœur et à sa raison. Tout semble se passer pour le mieux pour la fille du grand-duc de Bourgogne, jusqu'à ce que sa vie bascule le 5 janvier 1477. Son père, Charles, livre sa dernière bataille où le brouillard eut raison de sa vaillance. Il trouve la mort devant les murs de Nancy, emportant avec lui le dernier titre de duc de Bourgogne, ou presque. Étant sa seule enfant et de ce fait l'unique héritière, Marie de Bourgogne n'a que 19 ans lorsqu'elle se retrouve confrontée à devoir régner sur un État bourguignon fragilisé. Tant bien que mal, celle-ci tente d'affirmer son titre de jeune duchesse. Après la longue lignée masculine que constituent ses ancêtres, il est maintenant temps de laisser place à une jeune femme et de peut-être changer le cours de l'histoire. Alors que la répression de la femme est omniprésente à l'époque bourguignonne, affirmer son autorité n'est pas tâche facile puisqu'une grande masse de population s'oppose au règne de Marie de Bourgogne. En effet, son parrain, Louis XI, ne facilite pas non plus son ascension au pouvoir, étant donné qu'il met tout en œuvre pour la destituer de sa position. Marie de Bourgogne déjoue tous les préjugés perçus sur les femmes tout au long de l'histoire. Bien que sa position de faiblesse puisse déjà être marquée, étant donné que son grand-père, Philippe le Bon, refuse de participer à son baptême sous prétexte qu'il s'agit d'une fille. Par la suite, elle devient l'unique héritière suite au décès de son père et met tout en œuvre pour préserver ses terres, qui sont alors envahies par son parrain, qui est bien évidemment Louis XI. Marie reconnaît que ses prédécesseurs ont abusé du pouvoir et attribue donc des privilèges au peuple. Il leur revenait donc de plein droit puisque les privilèges de la population ont été soudoyés sous le règne de Charles le Téméraire, notamment par les taxes guerrières instaurées par ce dernier. La naissance du grand privilège le 11 février 1477 apparaît comme une constitution tant attendue. En effet, il rétablit les anciens privilèges qui étaient octroyés aux provinces et aux communes auparavant. Dans le but de se créer une image crédible aux yeux de son peuple, elle instaure un saut équestre à son effigie. Dans celui-ci, il est observé que la duchesse est représentée chevauchant à cheval un faucon sur le poignet droit. Son sceau de chasse devient alors le synonyme de son pouvoir. Aucune femme n'en a eu la possibilité auparavant, puisqu'il s'agissait d'une pratique uniquement réservée aux hommes. Marie de Bourgogne est une grande passionnée d'art, plus précisément de l'enluminure et du manuscrit. En effet, dans les écrits, on pourrait apercevoir qu'elle aurait donc instauré un alphabet gothique.
Elle atteste de son pouvoir en tant que duc de Bourgogne et non en tant que duchesse de Bourgogne, car elle voulait atteindre la même notoriété que ses ancêtres. Lors d'une chasse à l'oiseau, l'un de ses passe-temps favoris, Marie de Bourgogne chute de son cheval et se blesse grièvement. Elle est amenée au prison off où on tentera de la soigner, mais la médecine de l'époque est impuissante face à la gravité de ses blessures, ne lui laissant que peu de chance. Sentant que la fin est proche, son époux à ses côtés, Marie décide de mettre en ordre ses affaires légales. Elle exprime ses dernières volontés par un testament où elle décrit la succession de ses biens et terres qui reviendront à son mari et ses enfants. Mais ce n'est pas tout. Elle se soucie également du futur de nombreux de ses amis, ce qui témoigne de la gentillesse, sa bienveillance et sa grandeur d'âme. Elle utilisera ses dernières forces pour convoquer ses chevaliers et le Grand Conseil pour leur demander de rester unis et fidèles à sa famille. Marie succombera à ses blessures le 27 mars 1482, accompagnée par l'évêque de Tournai. Les funérailles auront lieu à l'église Notre-Dame à Bruges. Le cortège funéraire, composé de paysans mais également de bourgeois, défile, tous vêtus de noir, pour honorer leur archiduchesse. Ce qui se passa après la mort de Marie fut loin de ce qu'elle aurait pu imaginer. Les attaques adverses surgissent de tous les côtés, notamment de la part de son propre parrain, Louis XI. Le pouvoir détenu par Maximilien est convoité et les Gantois lui prennent ses enfants. Après une longue période de guerre, ses enfants seront tous les deux mariés dans le but de construire un réseau contre la France. Marie est également l'ancêtre de personnages historiques tels que Charles Quint et ses conquêtes américaines ou Éléonore, future reine de France.